Bonjour chers fidèles auditeurs et téléspectateurs de Réel Radio, la première radio francophone de l'université de l'Outaouais. Aujourd'hui, je suis avec mon complice, comme toujours, Georges Freitas, un homme qu'on ne présente plus. Hein. Bonjour Joël. Ça va très bien. Oui, ça va. Alors, on a aussi le plaisir de recevoir, ou je dirais mieux le privilège de recevoir sur ce plateau, pour la première fois, un membre de cette communauté. Il s'agit de messieurs Ndavo Zéphirin Zabo. Et je me donne ce droit-là de pouvoir étaler son profil, avec votre permission, s'il vous plaît. Oui. Alors, il est titulaire d'une maîtrise en droit de l'Université Paris 8, en France, une maîtrise en gestion et développement des entreprises de l'Université de Sherbrooke, doctorant en droit. Sur le plan professionnel, il fut fonctionnaire au gouvernement fédéral du Canada de 2001 à 2008 au bureau de la concurrence Industrie Canada. Ancien directeur juridique et secrétaire général de la banque Ecobank à Kinshasa, en République démocratique du Congo, de 2009 à 2010. Et il est juriste, consultant, gestionnaire de contrats, chercheur, écrivain, éditeur, indépendant et auteur. Alors aujourd'hui, on le reçoit par rapport à sa publication tout récemment du livre que vous avez en face de vous aujourd'hui, Justice corrompue, Zabo contre l'Université d'Ottawa. Bonjour, monsieur Zef. Bonjour, monsieur Joël. Oui. Très heureux. Alors, la première question, monsieur Zef, dès l'entrée de jeu, on aimerait vraiment rester dans ce livre Justice corrompue. Je vous cite, « Heureusement, mon Dieu n'a pas encore rendu son jugement à lui. Mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ma vie, ni sur cette affaire, sur mes bourreaux. Dieu est mon espoir, unique, ultime, il est fidèle, le vrai juge. » Dans ce passage de ton livre, on ressent un profond sentiment, mélangé un peu du désespoir et puis aussi de la soif d'une justice. Tu t'en remets aujourd'hui à une justice divine, vous qui êtes juriste. Alors, c'est une forme de justice qui est, qui n'est pas palpable. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Monsieur Zef est vraiment désespéré par rapport à cet exercice de la quête de la vérité, par rapport à ces abus qu'il a connus? Et quels sont, selon vous, les aboutissants de cette justice divine dont vous faites allusion dans votre livre? Parfait. Donc, j'aimerais d'abord saisir cette opportunité pour vous remercier, Georges et Joël, de cette invitation, de l'intérêt manifesté par rapport à ce livre. Alors, c'est ça, je vous remercie de la présentation, mais mon livre, je l'ai publié sous Zef Zabo, aussi, donc pour les lecteurs et ceux qui seraient intéressés. Zef Zabo, ça serait peut-être plus approprié. C'est vrai que c'est Ndavo Zabo Zéphirin, mais Zef Zabo, c'est mon nom d'auteur. Alors, pour revenir à la question, Dieu est grand, Dieu est l'être suprême. Il n'y a pas de justice plus grande que celle de Dieu. Alors, en dernier ressort, même au premier ressort, on s'en remet toujours à Dieu. Donc, sans Dieu, il n'y a pas de justice. Et la justice sur cette terre a ses limites. Alors, d'où, de par mon éducation chrétienne dès ma petite enfance, et que je continue jusqu'aujourd'hui à pratiquer, je crois en Dieu et je crois à la justice de Dieu, pas à celle des hommes. La justice des hommes a ses imperfections et on le verra, on le voit chaque jour. Elle est, comme moi je l'ai décrit, elle est corrompue. Elle est corrompue. Alors je sais que Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier parce qu'il s'agit de la justice, il s'agit d'une quête pour la justice et je suis sûr que cette justice sera établie et que la justice sera faite et que chacune des personnes impliquées dans ce dossier sera jugée par Dieu, parce que la justice appartient à Dieu, pas à l'homme. Je ne crois pas,
j'ai appris à ne plus croire à la justice de l'homme. Oui. Alors, c'est un peu ça. Alors, où allons-nous avec le dossier, les implications? Justement, comme je l'ai dit, je crois en Dieu. Je suis sûr que Dieu va agir dans ce dossier. Et les nouvelles sont bonnes. Depuis la publication de ce livre, il y a eu des contacts dont je ne peux parler à ce niveau. Il y a eu, je pense, à partir du mois de juillet, il y a des choses qui vont encore bouger, parce que le livre a servi à quelque chose. La finalité, c'était justement de dénoncer cette justice corrompue qui existe dans ce pays, et cette culture. Il y a toute une culture d'injustice délibérée, il y a toute une culture de corruption. Les mœurs sont corrompues. Alors quand vous avez affaire à la corruption de mœurs dans une société, Elle est plus profonde. Elle est terrible. Alors il ne faut pas se taire. Alors il faut parler, il faut dénoncer, et avec ça, espérer faire avancer les choses. Il faut y croire. Je pense que c'est l'objet du livre, et je pense que la finalité, moi je suis convaincu. Je suis convaincu que la justice sera rétablie dans ce dossier. On va peut revenir à la case départ. Moi, j'aimerais juste que vous faites un petit résumé du livre au lecteur, parce qu'on parle de Szabo contre l'Université d'Ottawa. Pour tous nos téléspectateurs, ils doivent peut-être comprendre un peu c'est quoi l'histoire derrière ce livre. C'est quoi, juste en quelques mots, juste assez pour ne pas dévoiler tout, pour donner aussi à nos téléspectateurs l'occasion peut-être de s'intéresser, d'aller l'acheter. Juste donne-nous un peu, vraiment, on veut juste savoir un petit résumé de l'histoire du livre. Parfait, comme le titre l'indique, il s'agit de... Donc le titre c'est bien Justice corrompue, Szabo versus l'Université d'Ottawa. Alors il y a un sous-titre, ok? Connaître vos droits et savoir vous battre pour rétablir la justice. Donc il s'agit d'un livre non seulement qui relate les faits d'une histoire vécue, une histoire très macabre vécue, mais aussi un livre pédagogique qui enseigne, qui apprend aux gens à connaître leurs droits. Et le droit dont je parle ici, c'est notamment et essentiellement le droit qui régit la relation étudiant-université. Il y a un contrat. Oui. Il y a une relation contractuelle qui n'est pas connue de la majorité des personnes. Beaucoup d'étudiants ne savent pas que lorsqu'ils s'inscrivent dans une université, ils sont liés, il y a un contrat. Même les universités ne savent pas non plus. Moi, j'ai discuté avec des autorités de l'université d'Ottawa, ils ignoraient complètement qu'il y avait un contrat dont les termes leur étaient opposables. Alors, vous voyez, les règlements des universités constituent le cadre de base, le cadre juridique de la relation contractuelle. Donc pour chaque programme, quand vous vous inscrivez à un programme donné, de maîtrise ou de bac en communication, si on exige 10 cours, et on vous dit vous avez 2 cours optionnels que vous pouvez prendre, les 8 sont obligatoires. Si vous prenez 3 cours optionnels au lieu de 2, mais vous n'avez pas respecté le terme du contrat, donc ils ne vous donneront pas votre contrat. Par contre, si vous remplissez, vous respectez les termes du contrat, et vous payez vos frais, parce que ça fait partie aussi, les frais qu'on paye, les frais académiques, scolaires qu'on paye, ça fait partie du contrat. Donc, les règlements de chaque programme constituent le cadre juridique de la relation contractuelle. Et au niveau des doctorats, des programmes de doctorat, il y a en plus du contrat général qui régit la relation entre tout étudiant d'un programme de doctorat donné, par exemple de la faculté de droit, il y a en plus un contrat spécifique pour chaque étudiant du programme de doctorat qui est constitué par son sujet de thèse. Il y a un document à l'université qu'on appelle document enregistrement du sujet de thèse et du nom du directeur. Alors ce document, auquel on joint le projet de thèse qui doit être après approuvé par le directeur du programme de doctorat concerné, par le directeur ou la directrice de thèse qui va diriger la thèse, et puis par l'étudiant concerné et par la faculté des études supérieures et doctorales de l'université concernée. Donc il y a 4 signatures qui sont apposées sur cette feuille d'enregistrement du sujet, auquel on joint, après approbation du sujet de thèse, on joint le projet de thèse qui détermine le cadre et les termes de référence de l'élaboration et de l'évaluation de la thèse. Alors la thèse de l'étudiant de doctorat en droit doit satisfaire aux conditions qui sont prévues par les règlements régissant le programme de doctorat en droit. Et ça a été, je crois, le temps Alors, d'Achille voilà. pour votre
pour votre livre. Absolument. Dans mon cas à moi, justement, j'ai suivi tout ce processus. Il y a eu un accord sur un projet de thèse et une directrice de thèse a été nommée, elle a signé et elle supervisait cette thèse de manière assez étroite. Au bout de 3 ans, pour faire une histoire longue, courte, 3 ans et demi, je termine la thèse sous sa supervision continue. Elle avait approuvé les différentes étapes. Au bout de 2 ans, j'ai fait même un examen de synthèse où vous dites où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui reste à faire, et elle a approuvé. Les documents sont là, tout est écrit. Elle a approuvé que mon progrès était satisfaisant. Les règlements d'université prévoient qu'en cas de progrès non satisfaisant, on peut demander à un étudiant de se retirer du programme. Donc on peut vous contraindre à vous retirer du programme, on peut vous demander de changer le sujet au bout de 2 ans. À mi-chemin, on peut vous dire non, le progrès n'est pas satisfaisant, vous devez vous retirer du programme ou bien modifier votre sujet. Et il y a le rapport de progrès, alors il y a 3 cases à cocher. Progrès satisfaisant, progrès jugé non satisfaisant, où l'étudiant doit se retirer du programme, où des révisions doivent être faites. Si le professeur n'est pas d'accord avec l'évolution ou l'orientation de la thèse, les règlements exigent que le professeur, le directeur de thèse, écrive dans ce document les révisions qu'elle demande, la réorientation qu'elle impose à l'étudiant. Ou si vous jugez que l'étudiant n'évolue pas bien du tout, elle peut cocher, l'étudiant doit se retirer du programme. Bon, le rapport de progrès parcours a été signé, progrès satisfaisant. Bon. Aucune demande de modification ou de réorientation de sujet de quelque nature que ce soit, aucun commentaire. Alors, au bout de 3 ans et demi, donc 2 ans, ça c'est 2 ans, progrès jugé très satisfaisant. Je continue l'élaboration de la thèse, 2 ans et demi, au bout de 3 ans et demi, donc je termine la première version complète de la thèse. Je soumets à la même directrice de thèse. Elle dit qu'elle ne savait pas que la thèse portait sur ce sujet. Une personne qui dirige une thèse depuis 3 ans et demi, elle dit qu'elle ne savait pas que la thèse portait sur ce sujet. La thèse, une thèse de droit, sur la Banque africaine de développement, comme personne morale de droit international public, analyser les statuts constitutifs de la Banque africaine de développement et les politiques qui régissent ces opérations, donc les interventions de la banque, quelles sont les conditions d'octroi de prêt par exemple, quelles sont les opérations effectuées par la banque en tant que banque, en tant qu'institution financière internationale et en tant qu'institution aussi de financement du développement. Alors, l'objectif c'était de démontrer que l'institution est juridiquement outillée pour jouer son rôle en vertu de ses statuts. Alors c'est une analyse juridique selon les règles juridique de la faculté de droit qui prévoit que la thèse de doctorat en droit doit contribuer à l'avancement des connaissances dans le domaine de droit et doit être une thèse sur le sujet juridique traité. Ok ? Et c'est ce que j'ai fait. Alors, c'est un sujet qui a été approuvé et traité formellement avec l'université. Alors, à ma grande surprise, 3 ans et demi après, la même personne qui a approuvé... Année, à peu près on a commencé en 97, en 2000. En 2000. 2000. 97, en 2000, avril, elle me dit, elle ne savait pas que la thèse portait sur ce sujet. Elle dit, elle pensait que la thèse avait pour objet de faire une analyse économique des projets de développement financés par cette institution, par la BAD en Afrique, pour démontrer la contribution économique et sociale réelle au développement. Donc, on n'est plus dans le cadre juridique. Là, on rentre dans l'économie, là. Totalement en dehors du sujet ou de la thèse. Je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. Alors, elle dit, je dois analyser, refaire ma thèse à zéro, oublier tout ce que j'avais fait, 400 pages à cette époque-là, oublier tout ce que j'avais fait en droit, et refaire une thèse au complet sur l'analyse économique des projets de développement financés en Afrique pour démontrer la contribution et l'impact économique et social réel au développement. Alors, j'ai dit, mais non, c'est pas ma thèse, et puis c'est pas du droit. Et ça viole les règlements de la faculté de droit. Et je suis allé voir le directeur du programme. Le directeur du programme a dit, c'est pas votre sujet, et c'est pas du droit. Et si vous faites cela, moi je peux jamais l'accepter comme thèse de doctorat pour vous donner une thèse de doctorat en droit dans cette faculté. Vous pouvez pas faire une étude d'économie pour obtenir un doctorat, et c'est pas... Alors, j'ai fait un recours au niveau de la faculté de droit, et on l'a écarté, la dame. Donc, le doyen de la faculté
M. Perret à l'époque, et le directeur du programme de doctorat, professeur Louis Perret, Alain-François Clisson, ont dit clairement à la dame qu'elle n'avait pas raison dans l'affaire, que c'était pas mon sujet, le sujet qui a été approuvé formellement et signé avec l'université ne pouvait pas être changé, qu'elle avait l'obligation de considérer ma thèse dans les limites du sujet qui a été approuvé et de respecter les règlements de la faculté de droit applicables aux thèses de doctorat de droit. Ce qu'elle me demandait, c'était pas ma thèse, c'était pas du droit non plus. Donc, alors on l'a écarté, et le doyen est devenu mon directeur de thèse, le doyen de la faculté lui-même. Alors on a prolongé ma scolarité de 2 sessions pour travailler avec le nouveau directeur de thèse. Au bout de cela, j'ai soumis la version finale de ma thèse en décembre 2000, et le doyen l'a approuvé, il l'a lu, et le directeur du programme, je sais que la thèse était de bonne qualité, excellente, pour soumettre à un jury pour évaluation. Alors, on soumet à un jury. Il y a eu des difficultés pour constituer le jury parce que la dame, entre-temps, Madame France Morissette pour la nommer, la directrice de thèse, a commencé à un peu monter les autres profs. Jouer de son influence. Contre moi, contre ma thèse, dénigrer la thèse. Alors, le directeur du programme a eu des difficultés pour nommer un jury. En fin de compte, ils ont nommé même des personnes qui n'avaient même pas de doctorat, des bacheliers pour évaluer une thèse de doctorat en droit. 2 de ces directeurs, l'un avait une maîtrise et il travaille dans le domaine du droit de l'environnement et du droit de la personne, professeur Le Boutillier pour le nommer. Il n'est pas compétent pour évaluer une thèse de cette nature. Le deuxième, M. Bonin, François Bonin, qui est avocat au ministère de la Justice, travaille au service des langues officielles en français et sur le bijuridisme canadien. En quoi cette personne a une compétence pour juger? Et il avait un bac seulement, celui-là. Alors, malgré ses 20 ans de mais sa pratique dans un domaine non pertinent, je ne vois pas comment on pouvait justifier sa compétence pour évaluer une thèse sur le sujet dont je vous ai parlé. Alors, on soumet la thèse à l'évaluation. 4 jurys mis en 4 membres, 4 évaluateurs nommés pour évaluer la thèse. 2 approuvent la thèse, la jugeant excellente pour la soutenance. Les 2 concernés dont je parle, et les 2 qui ont approuvé sont des gens externes à l'université d'Ottawa. Ils n'étaient pas au courant du conflit. Et c'est eux qui sont compétents, parce qu'ils ont des doctorats, ils ont travaillé dans le domaine, ils connaissent, ils sont experts des banques multilatérales de développement. Les 2 de l'université d'Ottawa, non seulement ils n'étaient pas compétents, par ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus sur les conclusions de la directrice de thèse. Au mépris du sujet de thèse. Dans mon introduction, il est clairement dit, il ne s'agit pas dans cette thèse d'analyser les projets économiquement pour démontrer la contribution au développement. Ce n'est pas une thèse d'économie, c'est une thèse de droit. Ceux intéressés à ce genre d'études de nature économique doivent aller trouver des réponses dans d'autres ouvrages qui démontrent cette contribution au développement. Moi, je n'ai pas à faire cette étude. C'est pas ma thèse. Et même on a senti dans certaines lignes que votre ancienne directrice allait même dénigrer l'importance de la BAD, allait même dire que c'était quasiment nul. Donc là, on a senti qu'il y avait quelque chose d'un peu pas logique dans sa façon de faire. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ressenti comme, non seulement africain, mais, écoute, un doctorant, quelqu'un qui est en train de faire son travail, lorsqu'on dénigre même le travail en soi et même l'organisation qui est internationalement connue, qui a fait ses preuves, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, à ce moment-là? Écoutez, il y a une culture qui est dénoncée, décriée à l'Université d'Ottawa depuis des années. Moi, quand je me suis inscrit à l'Université d'Ottawa en 1997, et dès le début, j'avais entendu parler d'une culture de discrimination systémique qui régnait dans cette université, au sein de cette université. Et jusqu'à aujourd'hui, la question est sur la table. L'Université d'Ottawa va devoir répondre à cette question. Et moi, je ne lâcherai pas. Pour ce qui me concerne, j'ai mis ici, chiffres à l'appui, donc des illustrations chiffrées pour démontrer l'existence de cette culture de discrimination systémique qui perdure à l'Université d'Ottawa. Il faudrait bien que l'université s'en occupe, s'en attaque et mette fin à cette... Parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable que cela continue. Donc, quand on a un sujet, comme vous dites, sur la Banque africaine de développement et que la directrice, au bout de 2 ans, commence à dénigrer l'institution qui est l'objet de cette étude, parce qu'elle est africaine,
Et sur base de préjugés, commencer à dire il faut la démanteler, votre thèse ne sert à rien. C'est un sujet qui a été approuvé 2 ans auparavant, et puis vous commencez à dire à la personne. Alors ça démontre une intention de nuire, une intention malveillante. Ça démontre cette culture de discrimination systémique qui existe. Ça démontre que le sujet africain sur la BAD dérangé, ça démontre une certaine incompétence de la personne. Vous voyez? Donc il y a plusieurs dimensions. J'ai parlé tout à l'heure aussi de du complot malveillant pour nuire entre cette directrice que j'ai nommée et les deux examinateurs. Je mâche pas mes mots. Ils sont juristes, ils connaissent leurs droits. S'ils jugent que je suis en train de faire une sorte de diffamation, ben, ils connaissent leurs droits, vous voyez? Donc, alors, moi, pas mes mots. Là, on est à peu près, on se situe en 2000, hein, vers les années 2000, où vraiment on sent que le conflit est là, le conflit ressurgit. On peut dire c'est plus d'une décennie vous avez attendu, Monsieur Szabo, finalement pour aujourd'hui présenter ou démontrer à ces grands publics, non seulement africains, mais aussi canadiens, pourquoi avoir attendu très longtemps pour le faire? Et ne pensez-vous pas que ce vide-là temporel pourrait peut-être ou a peut-être altéré hein, la force ou le pouvoir de ce que vous avez à dire dans ce livre-là? Non, absolument pas. Je pense que quand vous vivez ce genre j'appelle ça un drame, c'est très dur. Alors ce que j'ai vécu, c'est macabre, c'est barbare. Vous voyez, je mâche pas mes mots, j'emploie. Quand vous aurez lu, je pense que Georges a lu le bouquin, les mots que j'emploie là-bas. C'est vrai que c'est vraiment, vous avez passé un cauchemar, c'est un cauchemar là. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez fait pour supporter tout ça, du point de vue personnel, du point de vue de vous, la famille et tout, et du point de vue même financier, parce que je crois que ça a quand même été dur. Non, trop dur, plus que dur, ça vous détruit. Et l'intention de ces gens, c'était ça. Il y a une barbarie. Vous voyez, j'ai donné la définition, je pense, de la barbarie. La corruption. C'est ça. La barbarie, c'est barbare ce que j'ai vécu dans cette université. Vous voyez. Donc, ces gens avaient justement cette volonté, cette intention de nuire. Ils l'ont atteint d'une certaine mesure, mais avant que je me ressaisisse, ils m'ont détruit. Je vous le dis. Ils ont détruit beaucoup en moi, ils ont beaucoup détruit dans mes relations, dans ma famille, vous parlez de la famille. Là, je vous cite, page 4, hein, je vais peut-être le faire rapidement. Car la justice, ou plutôt l'injustice, m'a tué. Elle l'a fait, alors que j'étais victime de barbarie et d'injustice délibérée de la part de l'Université d'Ottawa, et que je m'étais tourné en fin de compte vers le système judiciaire pour obtenir rétablissement de la justice, réparation pour les préjudices incommensurables subis, en lieu et place. La justice de l'Université d'Ottawa, sur tous les plans, sur tout le plan de mes projets, de ma carrière, ils m'ont enterré vivant. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que petit à petit, vous commencez à vous refaire parce que aujourd'hui votre langue s'est déliée et que vous avez cette forme de support, même ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, même les gens qui achètent, les gens qui se procurent ces livres-là, c'est une forme de support. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que M. Szabo est en train de se refaire petit à petit et aussi envisager le second volume pour continuer sa lutte? Non, absolument, absolument. J'apprécie énormément tout ce qui est fait autour, votre soutien, c'est clair que le livre m'a permis de sortir ça un peu de moi. Donc, pendant des années, j'ai vécu ça de manière horrible. Ça détruit ma vie sur différents aspects, relationnels, moi-même, démotivation. Et il a fallu que je me ressaisisse. Alors le livre était une sorte aussi de thérapie qui m'a vraiment aidé à coucher ça. C'était pas facile à écrire non plus. Donc pourquoi avoir attendu toutes ces années? C'est pas facile d'écrire. D'abord on a été devant les tribunaux pendant 5 ans, on était jusqu'à la Cour suprême de justice du Canada. Donc
Et à un moment donné, j'ai même carrément décidé de quitter le Canada. Je suis parti en Afrique travailler. Je travaillais au bureau de la concurrence ici. J'en avais marre, j'étais dégoûté du Canada. Je suis parti travailler en Afrique à EcoBank. Mais comme ma famille était ici, j'ai dû, au bout de 2 ans, revenir. Mais le pays que j'admirais, je ne le voyais plus de la même manière. Donc quand je suis revenu, donc là maintenant, je me suis dit non, je devais continuer. Les gens me demandaient, mais tu en es où avec ta thèse? Alors des gens qui m'appelaient professeur, docteur. Ah, docteur. Je me suis dit non, je n'ai pas encore soutenu ma thèse. Alors c'est dur pour moi, mais moi je me suis dit non, il faut que ça cesse. Je ne vais plus continuer à en parler à des personnes de manière individuelle, je vais écrire, ça va être plus facile. Et le livre, je vais m'en servir aussi pour aider les autres. Je vais essayer de délier d'autres langues et dénoncer, essayer de contribuer un peu à l'amélioration, à remettre un peu la pendule à l'heure sur les valeurs dans cette société. Donc comment contribuer justement à restaurer la justice, non seulement au niveau universitaire et même dans ce pays. Parce que je vous dis, le volume 1, ça c'est le volume 1. Le volume 2, je parle de la justice au niveau des cours et tribunaux ici. Parce qu'on a été avec l'Université d'Ottawa. C'est scandaleux ce que vous allez découvrir. Les juges qui étaient là, c'était des juges corrompus. C'est des anciens de l'Université d'Ottawa. Un de la Cour suprême qui était carrément président des anciens étudiants de l'Université d'Ottawa, qui devait rendre un jugement sur ma demande d'autorisation d'un pourvoi en cassation à la Cour suprême du Canada. J'avais aucune chance. Monsieur Bastarache, pour le nommer, il était président des anciens. Il avait une bourse d'études à son nom il redonne de l'argent, 5 000 $ à l'étudiant qui obtient la meilleure moyenne. Il avait étudié à l'Université d'Ottawa, c'est un ancien de l'Université d'Ottawa. Quand il a fini ses études à l'Université d'Ottawa, il a travaillé pour un grand cabinet d'avocats ici, Lang Michener. Lang Michener, c'est l'avocat conseil de l'Université d'Ottawa. C'est le cabinet qui représentait l'université dans mon dossier. Le monsieur avait travaillé là après sa sortie de l'université. Il a travaillé là pendant 10 ans avant de devenir juge. Et les deux avocats qui représentaient l'Université d'Ottawa, c'était ses collègues, ses anciens collègues. Lui, les juges. Moi, je suis en face. De quelle chance j'ai de gagner quoi que ce soit? J'ai été pipé d'avance. Alors, quand je parle de justice corrompue, c'est tout ça. Un juge comme ça, en conflit d'intérêts, de manière aussi flagrante, et qui est nommé par la présidente de la Cour suprême pour siéger et décider sur un dossier qui concerne l'Université d'Ottawa. Et aux différents niveaux où je suis passé, c'est la même chose. Alors, la corruption, elle est terrible. Alors, ils m'ont détruit. Aujourd'hui, j'ai dit, ils m'ont enterré vivant. C'était leur plan maléfique pour nuire. Mais comme je vous dis, avec Dieu de mon côté, ils ne réussiront pas. Je suis relevé aujourd'hui. C'est fort. Et je contre-attaque avec l'appui de tous et avec ce livre. Et je crois fermement à ce que la justice va être rétablie et Dieu va les confondre, ces gens. Aujourd'hui, leurs noms sont là. Alors, ils vont être sur la défensive. C'est à eux de justifier. Et ils vont justifier, tôt ou tard. Alors, ce livre, par votre truchement, M. Szabo, remet en cause tout un système judiciaire canadien. Hein, on est d'accord. Et en même temps, va un petit peu, je dirais, discrédibiliser l'université d'Ottawa. Hein, parce que ça se passe à l'université, au sein de l'université, c'est une institution qui est quand même vraiment renommée. Est-ce que vous en êtes conscient, ça c'est la première des choses, est-ce que vous ne craignez pas les répercussions, sous quelque forme que ce soit? M. Szabo n'a pas peur aujourd'hui d'aller foncer vers là. Absolument pas. Comme je vous dis, j'ai employé des mots durs dans le livre. Je parle de... Ils m'ont enterré vivant. Vous voyez, de manière conceptuelle. Regardez, une personne qui est vivante qui vous dit « on m'a enterré vivant ». Donc on m'a tué et enterré vivant. Donc je suis resté pendant des années, donc sous terre, mais en vivant. Dans quelles conditions? Alors c'est atroce, c'est monstrueux ce qu'ils m'ont fait. Alors c'est barbare et j'ai aucune intention de discrédibiliser l'université ou quelque autre institution que ce soit, ni discréditer, je veux dire, la course, ni les tribunaux, ni le système judiciaire. Mais je parle des faits. Je parle de la réalité des choses. Le tout est basé sur des faits. Et de ce point de vue, je suis couvert, j'ai peur de personne dans ce pays. Je dis que les juges de la Cour suprême de justice ne sont pas au-dessus de la loi. Alors s'ils se comportent de manière
aussi barbare, de manière corrompue, je le dirai. Et personne ne me fera taire. Je crains rien, aucune répercussion. Je parle... Mon livre est basé sur des faits. Alors les faits qui sont là sont appuyés par des preuves qui sont irréfragables. Les preuves que j'ai là, qui sont... Ils peuvent pas renverser ces preuves. Ils le savent. C'est un contrat, il y a des documents contractuels. Comment pouvez-vous imaginer que des juges au niveau de la Cour suprême et autres vous disent que l'affaire n'est pas contractuelle? Qui vous disent qu'ils ne veulent pas entendre cette affaire? Vous avez compris la question. Je vous ai parlé du contrat qui lie chaque étudiant à l'université. L'entente sur un sujet de thèse. Je vous ai parlé, démontré comment le projet de thèse fait l'objet d'un processus d'approbation du cadre et des termes de référence contractuels. Et la thèse, une fois rédigée, elle doit être évaluée dans le respect de ces règles, des termes de référence qui ont été approuvés. Alors, quand vous allez devant les tribunaux et les juges vous disent qu'ils n'ont pas compétence pour entendre votre affaire, on vous dit allez vous faire voir ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, j'ai dit, je vais saisir le public pour que les Canadiens puissent, eux, juger l'affaire. Alors vous, si vous arrivez au terme de votre lecture à dire que ce n'était pas un contrat, et à dire que les cours ne pouvaient pas entendre une affaire de cette nature, ok. Mais si vous arrivez à la conclusion contraire, ça veut dire que vous confirmez qu'il y a un problème. On a un problème sérieux avec la justice dans ce pays. On a un problème très sérieux. Et quand c'est fait de manière barbare, ok. Alors quand c'est fait de manière barbare, c'est encore beaucoup plus criant. Il faut qu'on les dénonce, vous voyez. L'acte de barbarie est celui par lequel le coupable extériorise une cruauté, une sauvagerie, une perversité qui soulève une horreur et une réprobation générale. Alors quand, au terme de votre lecture, vous arrivez à conclure que ça soulève, ce que vous avez lu soulève une horreur et une réprobation générale, moi j'invite les Canadiens justement à dénoncer, à aller sur Amazon et faire part de nos commentaires, parce que sur Amazon, on peut laisser nos commentaires et dénoncer. Beaucoup de gens le font déjà. Les gens qui achètent les livres, ils écrivent ce qu'ils éprouvent par rapport à cette affaire. Et ces institutions, au contraire, on les aide. C'est pas pour j'étais un discrédit, c'est pour les rendre plus responsables de leurs actes. Et c'est nos droits. C'est le droit des citoyens d'exiger des différentes personnes que nous plaçons à ce niveau-là pour rendre justice dans ce pays, au niveau de la Cour suprême de justice. Ils doivent se comporter de manière responsable, pas croire qu'ils sont au-dessus de la loi. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Ils sont tenus par la loi, comme tout le monde, et ils doivent respecter la loi. Autrement, le public doit les ramener à l'ordre, et c'est ce que je fais dans mon livre, aussi bien pour les profs, ils ne sont pas au-dessus de la loi non plus. S'il y a des abus, on doit les dénoncer. Monsieur Szabo, dans la page 5 de votre livre, vous dites les raisons de ce refus sont connues. Les principales raisons sont vraisemblablement de deux ordres, politique et culturel. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Quand vous dites culturel, par exemple, moi j'étais un peu intéressé à... Culturel, ben j'ai parlé des mœurs. Des mœurs. Quand il y a une culture qui s'établit, par exemple, quand il y a une culture de complaisance qui s'établit au sein d'une institution, quand il y a une culture de discrimination systémique qui s'établit dans une institution, et que les responsables, les âmes dirigeantes de cette institution trouvent normal, refusent de s'attaquer à ce phénomène, ça devient culturel. Alors c'est de ça dont je parle. Au niveau, par exemple, de l'Université d'Ottawa, j'ai parlé de la culture des discriminations systémiques. Elle est là depuis des années. C'est connu. Ça fait partie. Bah oui, voilà. La culture d'entreprise, ça fait partie de la culture organisationnelle, la culture d'entreprise, la complaisance entre professeurs. Voilà, votre collègue. Qu'est-ce que vous faites? Vous couvrez. Vous allez le couvrir, tout simplement. Quand ça rentre dans les mœurs, ça tue la société. Alors la corruption corrompt tout, comme a conclu une personne. La corruption, quand c'est un fléau que nous devons tous combattre dans cette société. Ça ronge. Il y a des institutions dans ce pays qui sont rongées. Par exemple, les organes de recours de l'Université d'Ottawa, les organes d'appel. Quand l'étudiant fait face à des conflits ou à des abus de la part des professeurs, les chances de gagner, les chances d'un procès ou d'une procédure, d'un recours impartial sont de plus en plus réduites. Pourquoi? Parce qu'il y a cette culture de discrimination et de complaisance d'abord, au-delà de la discrimination, parce que quand je parle de discrimination, on va voir les personnes de minorité visibles. Mais ça ne concerne pas que nous.
Ça concerne ce dont je parle, ça concerne tout le monde. Ça concerne les abus, les personnes qui ne sont pas partie des classes de minorités invisibles sont tout aussi victimes de certaines pratiques, et notamment à l'Université d'Ottawa, et en plus, j'ai parlé dans le livre, d'une culture aussi de violation systémique des règlements. On viole les règlements, et ces gens-là sont couverts par le système. Donc il y a un système qui s'est établi, une culture de violation des règlements. Ils vont vous dire, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas les règlements, mais ils font ça sciemment. Ils font sciemment, on viole les règlements, on vous prive de vos droits, qui sont prévus par les règlements. Comme moi, j'ai été l'objet de déni de mes droits au niveau de l'université, parce qu'on a le droit de demander la révision, la réévaluation d'une note, ou bien de l'évaluation d'un professeur. On peut mettre en cause, comme moi j'ai parlé de complot entre les deux directeurs de thèse qui avaient bloqué la soutenance de ma thèse, en revenant sur les mêmes conclusions que la directrice, l'ancienne directrice. Ces deux personnes ont dit quoi? Vous devez refaire votre thèse sur le sujet économique que votre... Alors, c'est-à-dire un complot. Ils se sont comparés. Oui, c'est clair. C'est pas du droit. C'est pas ma thèse. Comment vous êtes juriste et vous me demandez de faire une étude économique et pourtant la question avait été réglée au niveau de la faculté de droit. On avait déjà tranché sur la question par le doyen du programme, le doyen et le directeur du programme pour dire c'est pas du droit, c'est pas sa thèse. Comment comprendre que deux autres juristes reviennent sur ça? Alors le complot, j'en ai parlé, je les ai poursuivis en justice pour complot et cette charge a été retenue par le tribunal. Donc ça veut dire qu'il y a eu ce complot-là entre eux. Alors quand ils agissent de manière barbare, mais quand vous allez devant les procédures, tout le monde savait, tout le monde sait qu'il y avait ce complot-là. Tout le monde sait que l'université agissait de manière barbare, de manière malveillante, dans le but de me contraindre inéluctablement à l'abandon de mes études et à l'échec. C'est fait délibérément, sciemment. Et le système a protégé et est devenu carrément complice. Donc l'université est devenue complice. Au terme de leur décision finale, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont dit, Monsieur Szabó, vous refaites votre thèse telle qu'exigée de vous en économie, sinon vous êtes éjecté du programme. Ils m'ont expulsé du programme. Alors, je reviens à l'autre tranche de la question de Georges. Lorsque vous parlez d'ordre politique. C'est ça, l'ordre politique. Ben, écoutez, la politique, vous savez, c'est cette langue de bois aussi qui tue un peu la société. C'est tout ce qui est fait de manière, je veux dire, informelle, sous table. C'est toute cette hypocrisie qui tue la société, finalement. Regardez. Vous parlez de ces médias. Les médias ont refusé de parler de ça, quand je parle de complaisance. De deux, l'aspect politique. Il y a toute une politique ici, il y a des questions dont on ne peut pas parler. Il y a de ces questions dont on ne peut pas parler dans cette société. Dans quelle société vivons-nous? Un livre comme celui-là, personne ne veut en parler. J'ai écrit à une centaine de médias dans ce pays. Personne ne veut en parler. Il y a une dame de CBC Canada ici, j'aimerais la nommer, madame. Il y avait une conférence le 4 juin à l'Université d'Ottawa, sur justement la discrimination et la liberté d'expression. Vous vous rendez compte? Une conférence à l'Université le 4 juin. Je me suis présenté, je suis allé voir de quoi ils allaient parler. Et j'ai trouvé là, à ma grande surprise, j'ai trouvé aussi des journalistes de Radio-Canada qui refusent de parler, de CBC qui refusent de parler de ceci. Alors j'ai posé la question, elle a expliqué, elle a dit qu'il y a une culture de censure automatique. L'omerta. À CBC. Il y a une culture de censure. Non seulement propre, hein, chaque journaliste doit d'abord s'auto-censurer. En plus, par la suite, il y a le directeur, le rédacteur en chef, qui va censurer aussi. Elle a expliqué. J'ai pris des notes. Je vais mettre ça dans le volume 2 de mon livre. Vous voyez? Elle le dit. Donc, il y a l'aspect politique où tout le monde sait. On sait qu'il y a des pratiques qui suscitent la réprobation générale dans cette société, qui sont inacceptables, comme la discrimination, le racisme, pour ne pas le nommer. Mais, un livre comme ça, on ne peut pas en parler. Justice corrompue, je m'attaque à l'Université d'Ottawa, puissante institution au sein dans ce pays. Je m'attaque au système judiciaire, comme vous dites, du Canada. Les juges, jusqu'aux juges de la Cour suprême. Dire que ces gens-là se sont conduits de manière corrompue dans ce dossier. Le livre dérange. Ce livre gêne. Et devant, justement, un auditoire de plus de 200 personnes, quand j'ai pris la parole lors de cette conférence-là pour parler,
et que j'ai exposé mon cas, je peux vous dire la gêne. La gêne des gens était Les là. regards des gens étaient... Le souffle coupé. Et j'ai posé la question, le nouveau recteur de l'université qui entre en fonction le 1er juillet était là, et je lui ai demandé comment il comptait s'y prendre pour mettre fin à cette pratique. Et la dame de Radio-Canada, je lui ai demandé aussi pourquoi elle ne parlait pas de mon livre. Elle a refusé de répondre à la question. Elle est devenue intolérante, alors qu'elle parlait de la liberté d'expression. Dès que j'ai posé la question, pourquoi vous refusez, pourquoi les médias refusent de parler de mon livre, là, elle est devenue elle-même l'ennemie de la liberté de l'expression. Refus de répondre à la question. Figurez-vous que je lui ai offert le livre à la fin. Je lui offre le livre pour qu'elle lise, pour qu'elle puisse en parler à Radio-Canada. Je lui ai dit, amenez à Radio-Canada, donnez même à votre rédacteur si vous voulez. Elle l'a refusé de prendre. Elle m'a dit, je ne sais pas ce que je ferai de votre livre. Vous vous rendez compte? Journaliste de Radio-Canada, elle a dit, elle ne sait pas ce que... C'est Madame Alexandra Sachka, journaliste de Radio-Canada. Elle a dit, elle ne sait pas ce qu'elle ferait du livre. Triste réalité. Alors on évolue, Monsieur Szabo, durant cette marche du désert, si on peut l'appeler comme ça. On sait qu'on a une grande communauté, on ne parle pas forcément de la communauté congolaise. On a cette grande communauté ethnoculturelle qu'on a ici dans la région, dont vous avez forcément des amis, vous avez des liens. Est-ce que vous avez, pour commencer, eu le soutien de votre propre communauté, qui est la communauté congolaise, et ensuite de cette grande communauté ethnoculturelle? Cette forme de sympathie, vous l'avez ressentie, vous? Une question très intéressante et très difficile en même temps. C'est vrai, on vit des réalités ici. Malheureusement, on se sent souvent seul quand on se retrouve face à des telles situations dans nos communautés, dans la mienne en particulier. Là, pour répondre directement à cette question, je dirais que non. Oui, donc avec beaucoup de déception, non, avec beaucoup de déception. Mais de plus en plus, depuis que le livre est là, il y a quand même des gens, donc les gens commencent à se manifester, pas de manière structurelle comme vous dites, structurée au niveau de la communauté, mais en dehors, de manière individuelle, mes relations personnelles, sur Facebook, sur les médias sociaux, de plus en plus, les gens commencent à se mobiliser, et ça j'apprécie. Mais il n'y a rien eu de vraiment organisé au niveau de la communauté pour appuyer. Au contraire, j'ai les gens, les Burundais par exemple, ils m'ouvrent des portes, ils m'invitent à des événements, ils ont appris, dès qu'ils ont appris l'existence du bouquin, et j'étais touché par l'histoire, ils n'hésitent pas à m'inviter à des événements pour en parler. En tout cas, il y a des petits groupes comme ça qui s'organisent. À Toronto, je suis allé à Montréal, je suis allé aux États-Unis aussi. Il y a des petits groupes comme ça qui s'organisent. Mais c'est plus des individus, c'est des particuliers, des amis à moi, mais au niveau de nos organismes. J'ai bon espoir aussi avec Montréal, l'équipe qui va se mettre en place à Montréal. Je pense que j'ai participé samedi, le week-end dernier au débat des chefs. Il y a des projets intéressants en ce sens. Et en termes, pour le deuxième volume, quand est-ce qu'on peut attendre le deuxième volume du livre? Parce que moi, personnellement, je l'ai lu en une semaine, et je crois que j'étais déjà même prêt pour lire le volume 2 du livre. À quand est-ce qu'on peut l'attendre? Le deuxième volume, je travaille d'arrache-pied dessus. Je pense que d'ici fin août, parce que c'est difficile, on ne peut pas publier un livre normalement pendant les vacances. Donc pour des questions de marketing, de stratégie avec l'éditeur, c'est des périodes de vente assez creuses aussi. Alors la rentrée en septembre, c'est vraiment le moment où les livres... Alors pour l'instant, beaucoup d'auteurs sont en train de travailler. Je connais des auteurs aussi qui ont terminé leurs livres maintenant, mais ils sont obligés d'attendre jusqu'en septembre pour les publier. Moi, je travaille d'arrache-pied dessus parce que je travaille en même temps aussi sur la version anglaise du volume 1, parce qu'elle est en forte demande aussi. Et on ne peut pas vendre sur Amazon aujourd'hui sans offrir la version anglaise de son livre. On se priverait de 80% de marché, parce que c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est le Japon, c'est l'Angleterre, c'est l'Australie, ce sont les plus gros marchés, surtout pour ce qui est du livre numérique.
la version numérique. Est-ce Parce qu'il est aussi disponible en version le numérique? livre est offert en Ok. version numérique et en version papier. Super. Alors en septembre, fin août, le volume 2 devrait être là. Alors, monsieur Zabo, on s'approche tranquillement vers la fin de cette émission. Comment ça se comporte le livre quand même? Vous avez des statistiques au niveau de la vente, par exemple. Hein? Comment ça se comporte? Est-ce que ça se vend bien? Vous avez des chiffres, vous avez des commentaires aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Non, le livre se porte très très bien. Le livre a été best-seller, donc meilleure vente dès son entrée sur le marché, notamment aux États-Unis, en France et au Canada. Félicitations. 5 étoiles, best-seller. Donc moi, partant, j'ai le privilège justement de porter le titre de Number One Amazon best-selling auteur. Donc un auteur meilleure vente 5 étoiles, grâce au numéro 1 du livre. Il se vend bien sur le marché, les deux versions. Alors, la version papier, c'est disponible aussi bien ici. Donc, ça, c'est moi-même qui vend ça ici, dont je commande, je reçois des États-Unis. C'est pas encore dans les librairies ici, comme j'ai dit, parce que mon contrat avec Amazon, le contrat que j'ai accepté de signer, dans les 6 premiers mois, ils ont l'exclusivité pour la distribution et la vente. Donc c'est vraiment dans les magasins Amazon. Ils ont leur propre magasin dans le monde, mais ici au Canada, je ne sais pas si ils ont ce magasin. Donc, ce qui fait que les gens commandent vraiment en ligne. Mais sinon, la version papier, moi j'ai. Ça se vend bien, comme je dis. À Kinshasa aussi, le livre est disponible au restaurant Super Aubaine. Et à Kinshasa, ça se vend bien. Les juges, les avocats, les professeurs d'université. Ils attendent aussi beaucoup le volume 2, parce que le volume 2, je parle beaucoup plus vraiment de ce qui s'est passé devant les tribunaux. Le volume 1, je parle de ce qui s'est passé à l'université. Donc le volume 2, ça va venir vraiment clore tout le sujet, quoi. Voilà, le volume 2, c'est ça. Ça vient vous montrer comment les faits, tels que rapportés ici, tous ces faits, s'ils ont été pris en compte ou pas, et toutes les preuves qui sont ici, les faits. Alors, qu'est-ce que les tribunaux ont dit? Les tribunaux ont dit ils n'ont pas compétence en la matière. Alors, vous allez-y comprendre quelque chose. Alors, advenant qu'il y a retentissement dans cette affaire, j'ai la foi que ça va vraiment porter fruit. Est-ce qu'on peut croire encore au troisième volume, puisque finalement les gens vont attendre les tenants et aboutissants de ce processus. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour au troisième volume qui va justement dire soit la décision finale, le verdict, si on peut le dire? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça un jour? Non, absolument. Le troisième volume, j'ai pensé. Envisageable. Non, le troisième volume va porter sur ça va être étendu maintenant à la RDC, l'Afrique. Donc ça va s'étendre aux réalités qui sont beaucoup plus criantes encore, par exemple dans notre pays, la RDC. Vous voyez, la justice corrompue, la justice, ce que j'ai vécu ici, c'est terrible, oui, sur un point de vue personnel. Combien de gens vivent pire que ça au Congo? Nos filles, à l'université, pour obtenir des points, pour passer d'une classe à une autre, il faut qu'elles cèdent aux demandes de toute nature de nos professeurs. Vous imaginez votre fille étudier dans cette université et qu'on vous dise qu'elle a 80% de chance ou de malchance de se retrouver contrainte à céder à un professeur? Vous imaginez cela? C'est abominable. C'est abominable. Alors le troisième volume, je compte le consacrer justement à l'étude des mêmes réalités, donc au niveau de nos universités et de nos cours aux tribunaux, de la RDC étendre peut-être aussi s'il y a d'autres expériences en Afrique. Pourquoi pas, avec l'expérience que j'aurai d'ici, mettre fin, essayer d'attaquer aussi la corruption dans notre pays pour aider aussi à restaurer la justice dans notre pays, aussi bien dans nos cours et tribunaux qu'au sein de nos universités. Je sais que j'ai beaucoup d'amis là-bas qui sont devenus juges, avec qui j'ai été à l'université il y a des années. Je sais qu'ils m'aiment pas. Ils n'aiment pas mon projet, mais je les emmerde. Super. Alors, monsieur Zabo, comment est-ce qu'on se procure le livre? On aimerait, vous l'avez dit, mais on aimerait quand même avoir, vous allez regarder vraiment la caméra pour donner un numéro de téléphone, si possible, ou le site. Comment est-ce qu'on peut vous joindre pour que les gens qui seront intéressés à se procurer ces livres puissent le faire tranquillement? Comment ça va se faire? Je vous remercie. Donc, le livre, comme je disais, est disponible sur Amazon.
Amazon, www.amazon.com pour les États-Unis. Mais entre-temps, vous savez, Amazon est dans plusieurs pays. Donc Amazon France, Amazon Canada, c'est .ca. France FR, Amazon Espagne, UK, United Kingdom. Même au Japon, il y a. Donc j'ai été surpris quand vous tapez, vous allez voir, il est partout. Donc Afrique du Sud, vous pouvez acheter le livre directement sur Amazon. Ou aussi, pour les gens qui sont ici, vous pouvez m'appeler. Mon numéro, c'est le 819 923 7767. Ou encore, c'est ça, j'ai mon site web aussi, www.zefzabo.com. Ils peuvent vous écrire aussi sur Facebook. Ils peuvent aussi m'écrire sur Facebook. Je suis sur Facebook et c'est d'ailleurs là où je suis le plus actif ces derniers temps. C'est Zef Zabo, sous le même nom, Zef Zabo. Je serai honoré d'être compté parmi vos amis sur Facebook. Alors, encore une fois, vous allez regarder notre caméra qui est tenue par Patrice Mona-Kasongo. Votre dernier mot, après tout ça, après cette entrevue, votre dernier mot à la communauté, que ce soit canadienne, minorité culturelle, minorité ethnoculturelle, votre dernier mot, monsieur Zef Zabo. C'est un mot de remerciement d'abord vis-à-vis de vous, Georges, Joël, l'équipe. Je vous remercie infiniment, sincèrement. Comme je vous ai dit, les médias dans ce pays refusent de parler de cette affaire. Ce livre dérange, justice corrompue. Alors, ça c'est une occasion rare, c'est une occasion que j'apprécie à sa très juste valeur. Et je suis très honoré par vous, et je vous en remercie. Et d'autant plus que c'est vous qui avez initié, donc je n'ai pas été demandeur, et vous l'avez initié, vous vous êtes procuré le livre, et vous m'avez gentiment invité après avoir lu. Alors vraiment, mes mots sont plus de remerciements et de reconnaissance vis-à-vis de vous. Et je dénonce, comme je dis, cette culture justement de censure qui règne au sein des médias ici au Canada. Les médias mainstream. C'est inacceptable. On ne peut pas dire qu'on est admis de la liberté d'expression et entre-temps se comporter comme les médias se comportent dans ce pays, où il y a des livres comme ceux-ci dont tu refuses de parler. Alors c'est inacceptable. Alors si vous êtes des ennemis de la liberté d'expression, il ne faudrait pas traiter d'autres personnes comme les dieux donnés et d'autres d'être eux des ennemis de la liberté d'expression. Alors ça c'est... pour ce qui concerne l'Université d'Ottawa et la justice, je pense que le combat est noble. Le combat pour la justice, c'est un combat qui nous concerne tous. Et j'invite tous mes frères et sœurs, nous tous qui avons choisi ce pays, et même les personnes qu'on a trouvées ici, comme j'ai dit, ça ne touche pas seulement les gens qui viennent d'ailleurs. Donc c'est un phénomène qui touche tout le monde. La corruption de la justice, nous devons le combattre tous ensemble. Et voilà, donc c'est avec ça que je termine. Merci beaucoup, chers fidèles auditeurs. On a été vraiment nourris par cette belle littérature qui est présentée par M. Zef Zabo. Également, je tiens à remercier tous nos partenaires qui ont fait en sorte que nous puissions toujours vous présenter des belles émissions, hein, à commencer par... le CSOC Media, hein, qui est tenu par Patrice Mona-Kasongo. Également, je tiens à remercier les restos Kenaya, qui se trouvent sur MacArthur, de M. Eric Kalala. Également, le Salon Bongel. Hein. On tient vraiment à remercier tout ce monde-là. Aussi, nous avons une équipe qui est tenue, je rappelle, toujours par Patrice, qui est le caméraman et monteur de cette émission. Il y a Georges Freitas, qui est l'animateur, le co-animateur de cette émission, moi-même Joël. Et aujourd'hui, on a eu l'honneur d'avoir, pour la prise de son, Monsieur Trésor Mifouba. Merci beaucoup et on se revoit à la prochaine. Droit à la parole. Une émission conçue pour la libre expression des gens d'ici et d'ailleurs. Tous les samedis, de 19h à 20h, sur les ondes de realradio.fm. Faites entendre votre voix.